Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et en seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. C'est parti. Soit n appartenant à n étoiles, on pose Pn de x, le polynôme suivant, la somme pour petit p allant de 0 à la partie entière de n sur 2 de moins 1 puissance p, facteur de 2p parmi n, facteur de grand X puissance n moins 2p, facteur de 1 moins grand X carré puissance p, voilà, ce polynôme-là, soit grand Tn, le polynôme de Tchebychev d'indice n. Voilà tout ce qu'on sait sur ce polynôme Tn. On sait que pour tout état appartenant, on sait que c'est un polynôme, d'accord, à coefficient réel, et on sait que pour tout état appartenant à R, Tn de cos θ égale cos n θ. C'est tout ce qu'on sait. Faites bien attention à la formulation. On nous demande de montrer que Pn est égal à Tn, que le polynôme qui a été donné là est en fait Tn. Vous pouvez vous donner, première année, une bonne demi-heure de réflexion et de recherche, si ça n'a pas abouti, avant de regarder la correction. Frauduleuse s'entend d'abord, et je m'apprête à me lancer sur cette correction frauduleuse, et juste avant, bon, les plus aguerris, ceux qui ont de la bouteille, peuvent peut-être deviner où je vais caler une des arnaques. Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est pas la seule? On verra. En tout cas, voilà. C'est parti. Alors, on me demande de montrer que ce polynôme-là, que j'aurais pu noter Pn, mais on peut noter Pn de grand X, eh bien, que c'est bien le polynôme de Tchebychev d'indice n, sachant que le polynôme de Tchebychev d'indice n vérifie ça. C'est parti. Bon, moi j'ai envie de montrer que pour tout état appartenant à R, que cette propriété, Pn la vérifie, quoi. Je vais calculer Pn de, je vais espérer montrer que Pn de cos θ, c'est égal à cos n θ. Mais je commence à deviner un peu ce qui va se passer. Si j'écris Pn de cos θ, j'évalue le polynôme Pn en cos θ. Je vais avoir cette somme-là, ici je vais avoir du cos θ, le tout à la puissance n-2p, fois 1 moins cos carré θ, sin carré θ si vous voulez, le tout à la puissance p, donc sinus puissance 2p θ. Je sais pas trop ce que je vais en faire de cette somme, pour arriver à cos n θ. Moi je préfère honnêtement partir de cos n θ parce que j'ai des pistes. J'ai un peu l'habitude, un élève lambda qui a plutôt bien travaillé son cours sur la trigonométrie, les complexes notamment, il va peut-être se dire, je lance le mot complexe dès maintenant pour pas qu'il y a des élèves d'autres filières qui n'ont pas vu les complexes qui risquent de se faire avoir. Bon là je vais utiliser les complexes quand même. Alors, je lance assez tôt dans la vidéo pour leur avoir fait perdre 2 minutes et quelques. J'espère que c'est pas très grave, voilà. Et qu'ils continueront de regarder malgré tout par curiosité, voilà, voir ce qu'ils n'ont pas le loisir de goûter dans leur cours. Bon, revenons à nos moutons, soit état appartenant à R, le n appartenant à l'étoile là il est fixé, cos n θ, qu'est-ce que c'est? C'est la partie réelle de EI n θ. EI n θ, c'est cos n θ plus I sin n θ. Ok. Mais sauf que EI n θ, c'est aussi EI θ à la puissance n. Formule de Moivre. Ok, sympa. Mais sauf que EI θ, c'est cos θ plus I sin θ. Je peux remplacer par ça à l'intérieur, puissance n, et partie réelle de tout ça. Bon, je pas de bêtises. Ce que je m'apprête à faire, pourquoi avoir fait apparaître ça? Parce que ça m'évoque un peu le binôme de Newton, assez mal ficelé, mais un binôme de Newton lointain, quoi. Et je veux dire les termes, quoi. Il va y avoir une histoire en fonction de la parité, de l'indice, machin. Et je regarde ça, quoi. Or, voilà, j'arrête, je vais pas écrire partie réelle de. Or, cos θ plus I sin θ, le tout à la puissance n, c'est la somme, pour k allant de 0 jusqu'à n, des k parmi n, il y en a un à la puissance k et l'autre à la puissance n-k. C'est la formule du binôme de Newton. Binôme de Newton. Alors, je le dis avec gravité, c'est nul, complètement nul. Alors, somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, et je commence à réfléchir, là, est-ce que ça serait pas le signe qui serait à la puissance? On va voir. Bon, moi, je suis tenté de mettre la puissance la plus... il y aura puissance k et puissance n-k, le puissance n-k au terme le plus simple. Bon, là, j'ai cos θ le tout à la puissance n-k, que je note comme ça. Cos puissance n-k de θ. I sinus θ le tout à la puissance k. Donc I puissance k, sinus puissance k de θ.
Ok, donc, le cosine θ qui est la partie réelle de tout ce bazar là, et en fait, par linéarité de la partie réelle, je peux dire, étant donné que là j'ai une somme de produits avec des réels ici et un complexe ici, puissance k, qui peut être réel, hein, mais qui est complexe en général, donc hop, je vais avoir k parmi n, ouais, j'aurais pu laisser plus de place, cos puissance n-k de θ, je voulais mettre le sinus puissance k de θ avant, mais ça change rien, partie réelle de i puissance k, sinus puissance k de θ. Ok. En fait, ce que j'escompte, ce qui est évident, c'est que les puissances de i, il y en a certaines pour lesquelles la partie réelle va être nulle. I a une certaine puissance, c'est soit un réel, soit un imaginaire pur. Mais les puissances de i, déjà, qui vont me donner des imaginaires purs, ce sont les puissances impaires de i. Donc, ce qui va rester, ce sont uniquement, donc quand je vais calculer les parties réelles, toutes les parties réelles de puissances impaires de i, ça va me faire 0. Il va me rester uniquement cette somme des k allant de 0 à n avec k pair, des k parmi n, cos puissance n-k de θ, sin puissance k de θ, partie réelle de i puissance k. Donc la même somme, mais uniquement les termes pairs de cette somme. Et là j'ai envie de faire mon petit changement d'indice compliqué. Je reconnais que pour les premières années c'est l'un des plus compliqués quand même de changement d'indice, où il y a une histoire de... Je regarde que les termes pairs d'une somme, et en fait je vais faire un petit changement d'indice, k égale 2p, puisque k est pair, c'est ça qui me le permet. Mais pour k pair, et k, bon ça c'est mon petit calcul pour pas me tromper sur les bornes, et k se baladant entre 0 et n, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un p appartenant à z, tel que k égale 2p, j'aime bien faire ça, et en fait 2p est compris entre 0 et n. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que p est compris entre 0 et n sur 2. Oui, mais un entier compris entre 0 et n sur 2, ça veut exactement dire qu'il est compris entre 0 au sens large toujours, et partie entière de n sur 2. Le plus grand entier inférieur ou égal à n sur 2, c'est la partie entière de n sur 2. Ok, mais du coup, si ma parenthèse est là, c'est pas très joli. Du coup, que dire de cosine θ? Cosine θ, c'est la somme donc. Plutôt que d'indexer sur les k maintenant, j'indexe sur les p entre 0 et, comme de par hasard, partie entière de n sur 2. Je vais avoir quoi? Je vais avoir les 2p parmi n. Ça tombe bien, les 2p parmi n, il y en a. Je vais avoir des cosinus n-2p à la puissance θ. Ça tombe super bien, je remonte pas, mais ça tombe super bien. Vous me croyez. Sinus puissance k de θ, donc ça va faire sinus puissance 2p de θ. Et partie réelle de i puissance 2p. Lequel est là, la partie réelle de i puissance 2p? C'est la partie réelle de i au carré à la puissance p. Donc c'est la partie réelle de moins 1 à la puissance p. Formule de 2 mois avant là encore. Enfin, 2 mois avant, non. Enfin, c'est puissance entière de i puissance 2p, j'ai tout à fait le droit de dire que c'est i au carré à la puissance p. P étant un entier. Alors, partie réelle de moins 1 puissance p c'est déjà un réel. C'est moins 1 puissance p. Donc le partie réelle de i puissance 2p, ça devient du moins 1 puissance p. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est exactement Pn de cos θ, que je vais pouvoir faire tenir sur cette page. Qu'est-ce que j'ai établi là? J'ai établi que... je pensais qu'il n'y allait pas avoir le flou. Non, ça va en fait. Pour tout état appartenant à R, nous avons montré... Nous avons montré, c'est pas très joli, pour tout état appartenant à R, Pn de cos θ égale cosine θ. Oui, on est parti de cosine θ, on montrait que c'était Pn de cos θ. Pas de problème, je peux faire revérifier si vous voulez. Cosine θ, c'était ça. Et hop là, Pn de cos θ, vous remplacez x par le grand X. Bon, vous évaluez en cos θ, ça fait cos θ puissance n-2p, sin θ, enfin... Ok, là je suis allé légèrement vite, je l'ai dit à l'oral quand même. Sinus puissance 2p de θ, c'est 1 moins cos carré, c'est sinus carré de θ à la puissance p, donc c'est 1 moins cos carré de θ, le tout à la puissance p, voilà. Je veux vraiment mettre en évidence ça pour mon lecteur, pour qu'il voit que c'est Pn cos θ. Ok, bon. Nous avons donc montré que pour tout t appartenant à R, Pn cos θ égale cosine θ. Qu'est-ce qu'on m'a dit sur Tn? Tn, c'est cette propriété de Tn, Tn le polynôme multiplié par indice n, on sait que pour tout état appartenant à R, Tn cos θ égale cosine θ. Donc ça y est, la propriété vérifiée par Tn est vérifiée par Pn. Donc Pn égale Tn. Et le tour est joué. Bon, où est-ce que je vous ai douillé? Eh bien, nulle part. Je ne vous ai douillé nulle part.
Je vous ai douillé par omission. C'est-à-dire que tous mes calculs a priori sont exacts, mon raisonnement est a priori exact. J'ai rien dit de bizarre. J'ai établi proprement que pour tout état appartenant à R, Pn de cos θ égale cosn θ. Donc jusque-là, tout va bien. Mais je vous ai dit de faire attention à ma formulation au début. Je sais que certains connaissent des propriétés de cours sur les polynômes de Tchebychev, etc. Je vous ai dit, vous ne savez que ça. Vous savez que Tn, le polynôme de Tchebychev d'indice n, c'est un polynôme à coefficient réel qui vérifie ça. Et vous avez établi que Pn est un polynôme à coefficient réel, bon, en l'occurrence ici c'est le cas, qui vérifie ça. Rien ne vous dit que le polynôme de Tchebychev, enfin que cette propriété détermine un polynôme de manière unique. Je vous ai écrit Tn, le polynôme de Tchebychev d'indice n, on sait qu'il vérifie ça. Si je vous avais dit, on sait qu'il est pair, ce polynôme, est-ce que la parité de Pn aurait suffi? Là, Pn est un polynôme pair, voilà, il partage une propriété avec Tn, pas du tout. En fait, il y a une omission d'unicité qui est cachée ici. C'est-à-dire, d'accord, Pn vérifie cette propriété, mais il fallait, parce que l'énoncé ne le dit pas et ne nous permet pas de l'admettre, il fallait justifier de l'unicité du polynôme qui vérifie ça. Donc, ici, je suis content d'avoir vérifié que Pn cos θ égale cosn θ pour tout état réel. Je vais essayer à partir de ça d'établir que Pn est vraiment le polynôme Tn. Donc, je vais dire, et pour tout état réel, nous savons aussi que Tn de cos θ, c'est cosn θ. Donc, ce qui est cool, c'est que pour tout état réel, Pn de cos θ égale Tn de cos θ. Et ça, c'est vrai pour tout état réel. Quand θ parcourt l'ensemble des réels, cos θ parcourt l'ensemble des réels de l'intervalle moins 1 fermé. L'ensemble des cos θ avec θ réel, c'est le segment moins 1 fermé. Ok, donc, en fait, pour tout t appartenant à moins 1 fermé, Pn de t égale Tn de t. Les fonctions polynomiales Pn et Tn coïncident sur moins 1 fermé. On est tenté de dire, ben c'est bon, elles sont égales, ces fonctions polynomiales, donc les polynômes en question sont égaux. Ouais, il faut parler d'un nombre infini de racines d'un certain polynôme. On va pouvoir dire que Pn moins Tn, en tant que polynôme, admet une infinité de racines, admet donc une infinité de racines. Déjà, tous les réels de l'intervalle moins 1. Ok, bon. Qu'est-ce que ça fait de lui? Ça fait donc de lui le polynôme nul. Pn moins Tn égale le polynôme nul. D'où Pn égale vraiment le polynôme Tn. Voilà, cet argument à bien garder en tête, en première année, même en deuxième année. Un polynôme qui a une infinité de racines, hop, ça y est, c'est le polynôme nul. Un polynôme qui a trop de racines par rapport au degré maximal qu'il peut avoir, un polynôme, bon, je parle, ceux qui auront déjà vu ça, un polynôme de Rn de x qui a n plus une racine, oups, c'est le polynôme nul. Enfin, je sais pas quel onomatopée j'ai sorti. Je dis un petit truc, voilà, parce que j'ai vu ça relativement récemment avec un élève, sinon j'aurais même pas pensé à cette nuance qui nous importe peu dans votre programme en général. Les prépas et les licences de première et deuxième année qui m'écoutent. Le fait que égalité des applications polynomiales, bon là j'ai esquivé là, j'ai parlé de fonctions polynomiales, de polynômes qui amènent à une infinité de racine, donc ça va. Égalité des fonctions polynomiales implique égalité des polynômes. Égalité des fonctions polynomiales sur R tout entier implique égalité des polynômes. C'est valable sur un corps infini. Il y a des corps finis, voilà. Ceux qui ne parlent pas de corps, c'est pas la peine de vous casser la tête. Sur des corps finis, on a des exemples, on a, telle fonction polynomiale est égale à l'identité sur z sur 3z, par exemple, j'avais cet exemple-là. Et pourtant, c'est pas la fonction, c'est pas le polynôme x, voilà, par exemple. Voilà. Ça devient moche dans des corps finis, voilà. Très bien, j'espère que ça vous aura plu. Attends, j'ai oublié un truc, non, j'ai rien oublié. Voilà, que certains se seront fait avoir quand j'ai dit au début. Les plus aguerris verront de quoi il s'agit. Oui. Vu la formulation et vu comment je vous ai dit, comment j'ai insisté en disant attention à la formulation, je vous dis Tn vérifie ça, on sait ça. Je n'ai pas dit Tn est le polynôme unique déterminé par ça. À la rigueur, si j'avais dit ça, on pourrait dire l'énoncé me le permet. Là, non. Voilà. J'espère que j'aurai pas de plainte en termes de non, mais c'est pas juste, on aurait pu comprendre ça, etc. J'ose espérer que ma formulation était assez claire. Voilà, très bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo.